Alors ma présentation, je vais vous parler, comme c'était le comité des villes Ariane, je pense que je voulais parler du monde des lanceurs. Et on va faire donc un tour du monde des lanceurs. Alors j'ai fait en deux parties. La première chose, je vais vous rappeler, pour les plus jeunes, j'espère que ça va être utile, ce qu'est l'historique des lancements au XXe siècle. Donc j'ai deux parties, le XXe siècle et puis le XXIe siècle. Voilà, donc petit à petit, ça se termine l'année dernière, mes dernières statistiques de l'année. Et je me suis... Donc c'est une aventure spatiale, mais c'est un prisme très déformant puisque je parle que de lanceurs et de lancements. Donc c'est le nombre de lancements. Alors qu'est-ce qui s'est passé le début, vous vous souvenez, c'est octobre 57. Alors c'est pas tout à fait ce lanceur, celui-là, c'est un descendant, mais ça fait rien. C'est un Soyouz. Et donc le grand bonhomme de l'affaire, il s'appelle Sergueï Pavlovitch Korolev. C'est lui qui a fait ça, et c'est lui qui a fait toutes les premières soviétiques de l'époque. Il a fait donc Sputnik le 4 octobre 57 et il a envoyé Gagarine le 12 avril 1961. Donc c'est vraiment... l'URSS était triomphante dans le domaine des lanceurs. Mais les Américains étaient tout près derrière, puisque, vous voyez, octobre 57, ils ont lancé le 31 janvier 58. C'est pas très loin derrière quand même. Et je pourrais dire qu'ils auraient dû être devant, mais il est arrivé une mésaventure. Ils avaient deux lanceurs en préparation, un qui s'appelait Vanguard et puis celui-là, Jupiter C. Celui-là, il appartient à l'US Air Force, l'autre, il appartenait à la Marine. Et celui-là, il est conçu par un certain von Braun, allemand. L'autre, il n'y avait pas d'allemand pour le concevoir. Donc il y avait priorité donnée à la Marine. Et ils ont tiré 7 fois de suite Vanguard, et dès qu'il décollait, il explosait. Et avant qu'ils comprennent pourquoi, les Russes avaient tiré. Donc je pense que s'ils avaient tiré Jupiter C un peu avant, ils auraient été les premiers, et ils auraient été moins vexés qu'ils n'ont été, et ça c'est sûr que ça les a vexés. Alors par contre, il faut savoir que aussitôt après, les Américains, les Soviétiques avaient ça comme une espèce de l'espace pour montrer leur savoir-faire, etc. Derrière, n'oubliez pas que c'est les missiles balistiques qui sont en toile de fond. Hein. J'ai des beaux lanceurs, ça veut dire que j'ai aussi des missiles balistiques qui sont capables de t'atteindre. Donc l'espace, ça servait à ça servait à montrer sa force. Mais les Américains ont tout de suite fait une application qui s'appelait un programme de reconnaissance militaire, qui s'appelait Corona, qui était très secret au départ. Et je donne cet exemple parce que c'était très compliqué à l'époque de faire de la reconnaissance. Il lançait, un lanceur, un satellite, qui prenait des films avec une caméra. Ça prenait des films. Les films sortaient dans une petite capsule. Les petites capsules étaient freinées pour rentrer dans l'atmosphère. Elles rentraient dans l'atmosphère au bout d'un parachute. Attendez, comment ça marche ça? Le pointeur, c'est là. Oui. Vous voyez le parachute, vous voyez la capsule et le parachute. Et il y avait un avion qui venait récupérer, vous voyez la fourche qui est là? C'est pour récupérer la capsule en passant au-dessus de la fourche. C'était quand même... Et puis développer le film par derrière. Donc ça n'avait rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui, mais c'était la technologie. Je donne ça parce que ce qui est intéressant pour les chefs de projet que nous avons été, c'est que ça a marché à la 14e tentative. Aujourd'hui, je vous assure qu'on vous arrête avant. Hein. Vous ne faites pas 14 tentatives. Alors, vous savez bien que la suite, après les grands succès soviétiques, la suite, ça a été quand même, tout le monde le sait, la course à la Lune. Donc la course à la Lune, ça a été d'un côté la fusée Saturn V, que vous voyez ici. Donc un gros lanceur. Hein. C'est un lanceur, ça fait 3000 tonnes au décollage. Hein. Rien que de monter la distance du mât ombilical, on consomme 40 tonnes. Voilà, donc c'est vraiment un très gros lanceur. Et puis, du côté soviétique, ils ont caché pendant longtemps, mais ils ont fait cette fusée, qui est la fusée N1,
qui doit être un peu plus lourde. Alors vous voyez l'échelle, vous voyez la fusée, vous voyez les hommes ici. De même ici, vous voyez des hommes, et puis la fusée. Vous voyez que c'est quand même des choses qui sont énormes, hein, les uns et les autres. Alors cette fusée N1, il y a eu 4 essais. Ça n'a jamais été au bout. Le second a été terrible parce que ça a pété pratiquement en sortant du pas de tir. Et la raison, c'est que... vous voyez ici, la couronne du premier étage, elle avait 30 moteurs. 30 moteurs, et ils pilotaient par du pilotage en creux, c'est-à-dire qu'ils éteignaient les moteurs ou ils allumaient les moteurs pour piloter l'engin. Il y a toujours eu des fuites, et donc le feu dans la baie de propulsion, ils ne s'en sont jamais sortis. Après, ils ont dit qu'ils n'avaient rien fait. Alors, quand on regarde ce qui s'est passé depuis 1957, le premier lancement, jusqu'en 1971, voilà, c'est-à-dire la fin de la course à la Lune, puisque la course à la Lune, elle s'est arrêtée en 1971 pratiquement, hein, le premier homme sur la Lune 69, et puis ils n'ont pas fait toutes les missions, ils avaient gagné politiquement, et donc les Américains ont arrêté, les 3 derniers lanceurs n'ont pas été tirés. Hein, donc ça s'est arrêté avec Apollo 17. Donc on voit ce que les lancements qui ont eu lieu dans le monde entier, hein, donc c'est... Ici, vous avez... Ah non, c'est pas ça. Non, je reviens. Donc ici, vous avez l'URSS. Ensuite, vous avez... Oh, non, mais comment ça se fait? C'est mal foutu, ce truc-là. Non, mais on appuie sur un bouton et ça appuie sur l'autre. Bon. Alors, les USA, donc ils tiraient à peu près à égalité. Vous verrez que... un peu moins, dès que la Lune a été conquise, les Américains se sont arrêtés de tirer comme des fous, mais pas les Soviétiques. Pas les Soviétiques. Et puis vous voyez un espèce de petit liseré ici, c'est les autres pays, qui sont quand même pas très existants, hein, si on regarde. Vous voyez qu'ici on tangente 140 lancements dans le monde, c'est le record absolu. On n'est toujours pas à ce niveau-là aujourd'hui, hein, et loin de là. Donc j'ai fait une loupe sur les autres. Voilà, les autres. Alors, c'est homéopathique. L'Australie a essayé une fois. Puis les Américains leur ont dit, vous feriez mieux de lancer avec nos lanceurs. Le Japon a tiré. La Chine démarrait. La Chine a commencé avec de la technologie soviétique. Puis ils se sont fâchés en 1959, mais bon, ils ont continué. Et puis l'Europe, vous voyez que l'Europe, là, on est au... c'est la période diamant, petit lanceur anglais, etc. C'est pas plus que ça. Donc vous voyez les chiffres, hein, ça va à 6 au maximum pour les autres. Donc les autres sont inexistants. En fait, il faut bien voir que pendant la guerre froide, c'était vraiment l'URSS contre les USA. Alors l'Europe. Alors l'Europe... Vous savez qu'en 1965, la France a satellisé un satellite Astérix depuis le Sahara sur le lanceur Diamant A. Bien, donc on est devenu la 3e puissance spatiale, bien que les Italiens disent que c'est eux, puisqu'ils ont acheté un scout américain et qu'ils ont tiré d'une plateforme au large du Kenya un peu avant. Mais bon, je compte pas. C'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Et puis il y a eu l'aventure Europa. Alors il faut que vous sachiez quand même quelques mots de l'aventure Europa. Alors l'étage que vous voyez là, le premier étage d'Europa, s'appelle Blue Streak. En fait, il avait été acheté sous licence par les Anglais aux Américains pour faire un missile balistique. Seulement, c'était un missile balistique qui n'était pas à poudre, il était à liquide. Bien. Et le temps de remplir ils se sont rendus compte que le temps de remplir l'étage ici, il fallait 5 heures ou 6 heures, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et ils se sont dit, les Soviétiques ont le temps de voir qu'on remplit et ils vont nous envoyer quelque chose sur la figure. Donc, ce n'est pas une bonne solution.
Donc les militaires anglais étaient embêtés d'avoir payé une licence et de ne pas avoir un bon produit, un produit qui leur convenait. Alors ils ont eu une idée géniale, ils se sont dit on va trouver le général de Gaulle et on va faire à partir de cet étage un lanceur européen. Alors c'était Macmillan à l'époque a été trouvé le général, mais qui a dit c'est une très bonne idée. Alors ça fait partie d'un package deal avec Concorde, avec d'autres choses. Hein. C'était pas tout seul. Et donc on s'est lancé. Alors simplement la France a dit non, moi je veux pas faire ça, vous et nous. Il me faut aussi l'Allemagne. Donc on a mis l'Allemagne. Et on a abouti à un programme qui était une véritable tour de Babel, donc avec Blue Streak comme premier étage, très performant, qui marchait bien. Hein. C'était un bel étage. La France a développé un étage qui s'appelait Coralie. L'Allemagne avait développé le troisième étage qui s'appelait Astris. Alors c'était un truc en titane. Ils sont fait plaisir avec. C'était assez complexe. Et puis la coiffe était italienne. Et puis il y avait du contrôle qui était belge ou je ne sais pas trop quoi. Le problème de tout ça, c'est qu'il n'y avait pas de véritable maître d'œuvre. Chacun apportait son étage. Pour vous dire un peu comment ça se passait sur Europe 1, pendant le vol du premier étage, c'est les Anglais qui faisaient le pilotage-guidage. Ensuite, c'était les Français qui faisaient le pilotage-guidage pendant le vol du deuxième étage, et puis ainsi de suite. Alors ça manquait un peu de vision système. Et donc ce manque de vision système a abouti à ce qui est 10 tentatives de lancement, et on n'a jamais réussi à satelliser un seul satellite. Alors le dernier lancement a eu lieu depuis Kourou, parce qu'on était passé, j'ai oublié de vous dire, d'Australie, où au départ on lançait les Europa, à Kourou, et on a construit un pas de tir à Kourou, et on n'a fait qu'un tir, qui s'est terminé par une très belle explosion. Il y a eu un arrêt pendant une seconde de l'alimentation bord, et ça a suffi pour mettre les tuyaux en butée et casser le lanceur. Voilà. Donc très mauvaise expérience européenne avec Europa. Et on arrive à 73, et là on a ce qu'on appelle le package deal de 73. Alors il faut je vais mettre tout. Les Anglais voulaient se retirer des lanceurs, ils se sont dit on va se faire tirer par les Américains, c'est aucun problème. Les Allemands étaient beaucoup plus gênés parce que les Allemands étaient, n'oubliez pas, c'est encore la guerre froide, ils étaient sous le parapluie des Américains pour se défendre contre le bloc de l'Est. Et donc ils ne refusaient pas grand-chose aux Américains. On était à l'époque de l'après-Apollo, c'est-à-dire du shuttle, et donc les Américains disent faites un laboratoire qui va dans la soute du shuttle. Il s'appellera Space Lab. Donc l'Allemagne était quasiment obligée de faire ça. Et puis les Anglais s'étaient dit bon ben moi, nous on veut plus faire de lanceurs, donc on va se tourner vers les applications et donc les satellites de télécom. Donc chacun est arrivé à une conférence européenne à Bruxelles, invité par le ministre de l'époque, et chacun campait sur ses positions. Moi je veux mon machin à gauche, moi je veux celui-là, et moi je veux ça, puis ça marche pas. Et on doit dire que le ministre qui s'appelait Charles Hanin, belge, on lui doit une pierre chandelle parce qu'il a réussi à convaincre. D'abord, il a arrêté la conférence de début juillet et puis il a dit je vous revois fin juillet. Première chose, et il a confessé tout le monde. Et il a dit aux Français écoutez, vous prenez une part dans Space Lab et dans OTS et vous laissez une part dans Ariane, etc. Et vous faites un échange, et donc ça a été le package deal, et il a bouclé l'affaire, et les 3 programmes ont été décidés en juillet 73, et tous ont été des succès. Donc on doit au ministre belge Charles Hanin une fière chandelle. Alors, le long démarrage de l'Europe, là je passe des lancements qui vont de 73, la fin de la course à la Lune, jusqu'au l'effondrement du mur de Berlin, c'est-à-dire 89. Alors vous voyez que l'URSS tire toujours comme une folle, pratiquement 80 à 100 lancements par an.
Les USA ont beaucoup ralenti la cadence à ce moment-là. Et puis les autres, on voit que simplement ici, si je les grossis même, parce qu'il faut les grossir, on voit quand même le démarrage d'Ariane. Les autres, c'est un peu plus chaotique, un peu de japonais, un peu de Chine, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Ariane commence un petit peu à décoller. Alors, 89, 96, là, il y a un tournant, c'est l'accident de Challenger. L'accident de Challenger a fait que la NASA avait misé sur le shuttle, sur le tout shuttle. Ils voulaient lancer tout satellite américain, etc., sur le shuttle. Et l'accident de Challenger a montré que c'était quand même pas très malin de risquer la vie d'hommes pour lancer un satellite de télécom ou un autre satellite. Donc, ils sont revenus, ils ont arrêté la politique qu'ils avaient. Ils voulaient lancer d'ailleurs une fois par semaine le shuttle pour faire baisser les coûts, etc., etc. Bon, ils n'ont jamais réussi. Et donc, ils ont relancé à cette époque-là les lanceurs classiques. Mais les lanceurs classiques, ils étaient en arrêt de production et c'est pas si facile que ça de faire relancer une chaîne de fabrication. Et bon, les soviétiques étaient derrière leur mur encore, donc pas trop de problèmes. Et à ce moment-là, Ariane 4 est sur le marché, il est prêt. C'est un lanceur qui va devenir la référence pour le marché occidental des satellites de télécom. Mais le marché occidental des satellites de télécom, c'est pas grand-chose. Par rapport à l'ensemble des lancements, ça représente qu'une petite proportion, vous allez voir tout à l'heure, des lancements. Mais voilà, et puis alors on a fait ce qu'il fallait pour commander, déjà baisser les prix, et puis il y avait des non-qualités qui ont été pourchassées. 36, le vol 36, c'est un chiffon dans un tuyau, etc. Tout ça, ça s'est arrangé. Et donc, Ariane 4 a terminé sa vie avec 74 succès consécutifs. Ce record qui vient d'être battu largement par Ariane 5, qui en a 77 depuis le lancement il y a quelques jours. Et on est monté à cadence 10. Donc, on peut dire qu'il y a une percée d'Ariane 4 qui est en partie due au fait que la NASA avait fait une politique qui s'était avérée mauvaise avec sa politique du tout shuttle. Alors l'effondrement du mur, ça aussi ça a eu des conséquences sur les lanceurs. Parce que les Américains se sont dit, avec l'effondrement du mur, les Soviétiques vont vouloir vendre leur technologie au plus offrant à n'importe qui et à des pays où on n'aimerait pas que ça tombe. Surtout que derrière, il y a les missiles balistiques. C'est ça le vrai problème. Donc ils ont poussé à ce qu'il y ait des joint ventures, comme on dit, entre les firmes américaines et les firmes soviétiques. Donc c'est comme ça que Proton qui appartient à Khrouchtchev, c'est Lockheed qui a fait une joint venture, et puis Boeing s'est associé à Energia Yuzhny pour Sea Launch, qui est un dérivé du Zénith. Le Zénith, c'est un des boosters de Buran. Et puis, alors, ces JV ont été à un moment à capitaux américains et russes. Maintenant, elles sont uniquement à capitaux russes. Tout ça est fini, mais ça a été très important. Et surtout, ce qui était important, c'est qu'ils ont obtenu des Russes l'abandon de la station Mir et la comaîtrise d'œuvre, en leur offrant la comaîtrise d'œuvre de la station actuelle internationale. Alors, naturellement, il a failli y avoir une troisième joint venture américano-russe, celle sur Soyouz. Heureusement, à l'aérospatiale, on est intervenu et on a fait une joint venture qui s'est appelée Starsem pour éviter qu'un troisième lanceur tombe dans ses mains américano-russes. Et bon, ceci dit, Starsem n'a plus d'activité depuis que Soyouz a obtenu politiquement de s'installer en Guyane. Alors, vous voyez ici, c'est une autre façon de voir les lancements. C'est les mêmes nombres de lancements mondiaux, de 57 à 2000. Mais vous avez le militaire, donc vous avez l'objectif militaire, les vols habités,
ce que j'ai appelé sciences et technologies, et puis les télécoms. Alors vous voyez que les télécoms démarrent après les autres, et puis montent gentiment. Et c'est là qu'il y a le marché commercial, ou une partie de ça, c'est le marché commercial, mais c'est pas plus. Hein. C'est là. Et donc quand on dit qu'Ariane a la suprématie sur le marché, ça représente quand même, il faut savoir de quoi on parle. C'est pas énorme, c'est pas un vrai marché en fait. Et alors j'ai résumé ça pour vous. Donc ça c'est depuis le début, c'est le XXe siècle. Donc vous avez, je le répète là donc jusqu'à la course à la Lune, là la guerre froide s'arrête au mur de Berlin. Donc vous voyez l'énorme effort soviétique, puis ensuite ça décroît, etc. Et puis les Américains, donc ici les autres qui sont repris, avec l'Europe qui se distingue quand même vers la fin des autres pays. Alors je passe maintenant au XXIe siècle. On va faire le tour des pays en regardant les différents lanceurs et puis ce que j'en pense un peu. Alors la Russie pose un réel problème aujourd'hui. Elle vit de son glorieux passé, mais elle est dans une situation extrêmement délicate. Proton, le lanceur qui est là et qui était le concurrent d'Ariane, a perdu beaucoup de sa crédibilité. L'année dernière, il n'y a eu que 3 protons de tirés, ce qui est quand même relativement faible. Et je pense qu'il y a une perte de savoir-faire considérable. Les gens qui ont fait le proton sont décédés. C'est un vieux lanceur des années 60. Et donc, ou alors, ils n'ont pas laissé des traces. Il faut savoir que les Russes, ils écrivaient ça dans les cahiers avec des crayons. Donc, c'est pas facile de garder la mémoire. Et donc, aujourd'hui, enfin, les assureurs ne sont pas fanats des lancements sur proton. Je ne sais pas ce que ça va donner. Même Soyouz, qui est un lanceur qui a été tiré près de 1800 fois, enfin pas tout à fait, mais qui est le plus tiré dans le monde, le Soyouz automatique a des problèmes répétitifs ces derniers temps. Là aussi, il doit y avoir des pertes de compétences ou des choses comme ça. Bon, donc il y a ça. Les petits lanceurs, vous allez voir, qui sont tirés des missiles balistiques, eh bien, ils arrivent à la fin des stocks de missiles balistiques. Donc il y en aura de moins en moins. Puis il y en a un qui s'appelle Dniepr, qui est fait avec l'Ukraine. L'Ukraine et la Russie, en ce moment, ça ne va pas trop fort, donc ça ne marche pas bien. Ça, c'est Soyouz. Donc la version habitée de Soyouz, elle marche bien parce qu'il y a un monopole aujourd'hui. Pour aller à la station internationale, il n'y a que ce lanceur. Vous voyez, avec sa tête, là c'est la fusée d'extraction en cas de problème pour éjecter les spationautes. Et donc cette fusée, et elle marche bien. Ils font très attention, ils ont une ligne particulière de production pour Soyouz vol habité. Et puis le Zénith, qui était une joint venture lancée d'une plateforme en mer, il a disparu. C'était une coopération russe et Ukraine. Il a eu des déboires et puis on n'en parle plus. Et même sa version tirée de Baïkonour, on n'en a pas vu l'année dernière non plus. Donc aujourd'hui, c'est la situation un peu délicate. Alors il y a un nouveau lanceur en préparation qui s'appelle Angara. Ça c'est la version lourde d'Angara avec des boosters, etc. Il a été tiré une fois. Et je ne vois plus d'autres tirs en préparation, donc je ne sais pas où il en est. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que Poutine a demandé à une réorganisation complète de l'industrie des lanceurs. Il a mis Energia et Khrunichev, il leur a demandé de faire une entreprise commune. Ça fait 60 ans qu'ils sont adversaires. Je plains un peu le patron de la nouvelle entité, mais ça ne doit pas être commode. Ils ont mis aussi des fabricants de satellites dans le même paquet. Et puis Medvedev est arrivé derrière et il leur a dit, bon, du coup, c'est moins 30% le budget. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils sont dans une situation un peu difficile. Et ce que je note, c'est que l'année dernière, 2016, eh bien, pour la première fois de l'histoire, la Russie n'a plus la première place en nombre de lancements.
pour la première fois. Elle est troisième même, derrière les États-Unis et la Chine. Donc, rien qu'avec ça, on voit que le monde évolue. Alors ça, c'est les petits lanceurs. Alors les petits lanceurs, Dniepr et Rokot. Alors il y a eu Dniepr, j'en ai pas vu de lancer l'année dernière, Rokot, un seul. Mais ils arrivent à 2018, je crois qu'il n'y en aura plus. Alors les États-Unis. Les États-Unis, où en sont-ils? Alors il faut d'abord avoir bien clairement à l'esprit que les États-Unis, ils ont une politique qui s'appelle la Space Dominance. C'est nous qui dominons l'espace. Donc pour eux, l'espace, c'est une affaire stratégique qu'ils ne partageront jamais et sur laquelle ils mettront les moyens. Et d'ailleurs, les lanceurs conventionnels, que ce soit Atlas 5, que vous avez ici, c'est un Atlas 5, et ça, c'est un Delta 4, ça, c'est fait par Lockheed, ça, c'est fait par Boeing. Ces deux lanceurs conventionnels sont dans les mains de l'US Air Force. Ce n'est pas la NASA, c'est l'US Air Force qui s'occupe des affaires sérieuses et donc des lanceurs conventionnels. Donc la NASA, elle a tout juste le droit d'envisager de faire un lanceur pour l'exploration, mais pas pour les affaires sérieuses. Alors ils veulent deux sources d'approvisionnement, les militaires, parce que c'est tellement stratégique qu'ils ne veulent pas dépendre d'une seule source. Donc ils acceptent qu'il y ait deux sources, mais les industriels disent laissez-nous nous organiser entre nous, et ils ont fait un truc qui s'appelle United Launch Alliance. Donc ils sont alliés et ils proposent à l'US Air Force de tirer tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre. Ça dépend aussi bien sûr de la charge utile, et à des conditions qui sont en général confortables économiquement, mais comme les satellites gouvernementaux américains ne peuvent être lancés que sur des lanceurs américains, ça ne pèse pas beaucoup et le marché est suffisant pour entretenir ces deux lignes de production. Alors la NASA, dans cette affaire, la NASA, elle n'a plus le shuttle, elle avait des équipes qui étaient compétentes sur les lanceurs, elle va peut-être développer un gros lanceur pour l'exploration, mais quand il n'y a pas les fonds, donc elle a pris une autre politique qui est de soutenir des entreprises qui étaient plus petites que Lockheed et Boeing, bien entendu, et de soutenir des entreprises pour garder un pied dans les lanceurs. Elle a soutenu deux entreprises, SpaceX et Orbital. Alors SpaceX, vous savez, c'est la boîte d'Elon Musk, papa aussi de la Tesla, enfin il a une idée par jour ce monsieur. Donc, ok, et la NASA leur a passé à la fois des contrats importants, de desserte de la station internationale, donc les deux envoient des cargos, et puis aussi leur a prêté des équipes. Il faut savoir que chez SpaceX, il y a des gens de la NASA qui travaillent, hein, et il y en a pas mal. Ok. Alors, SpaceX, je vais parler de lui d'abord, il a fait de très bons coups en proposant sur le marché des lancements de satellites de 3,5 tonnes à peu près à un prix cassé par rapport à ce que faisait Ariane, etc. Et donc il s'est installé sur le marché en faisant ce coup-là. Je vous fais remarquer que vendre au gouvernement 100 et vendre 50 à l'export, l'Europe ne l'accepterait jamais pour Ariane. Il n'y a que les Américains qui font ça. Nous, on se l'interdit. On se l'interdit. Il faut que ce soit le même prix. Mais enfin, voilà. Donc SpaceX a raison. Il essaye de se mettre sur le marché. Il a un bon lanceur. Il marche pas mal. Bon, il a eu quelques problèmes, mais comme tout le monde. Hein. Et puis, il a un petit défaut, c'est qu'à chaque lancement, il essaye quelque chose de nouveau. Et ça, c'est pas très bon pour la fiabilité. Donc ça, c'est sûr. Mais bon, ok. Donc pour le moment, on attend de voir si sa récupération de premier étage est intéressante du point de vue économique. J'en suis pas sûr. Je reste encore dubitatif, mais c'est possible. Bon, c'est une belle prouesse technique, mais est-ce que c'est intéressant économiquement? On n'en sait rien. Et le Falcon Heavy, qui est vraiment l'équivalent d'Ariane 5, parce que le Falcon 9 est un peu petit quand même, là,
je ne sais pas quand est-ce qu'il va être tiré pour la première fois. Alors pour Orbital, ça s'est beaucoup moins bien passé. Ils ont acheté des moteurs russes, ils ont lancé un lanceur qui s'appelle Antares, et puis ils ont explosé. Et du coup, ils ont changé leur fusil d'épaule. Ils ont d'abord, pour respecter le contrat avec la NASA, acheté un Atlas V à Lockheed. Ils ont dû le payer un certain prix. Et puis récemment, ils ont tiré l'année dernière un Antares qui s'appelle 230 avec un nouveau premier étage qui est ukrainien avec des moteurs russes. Je sais pas. En tout cas, Orbital a failli laisser sa peau et s'appelle plus Orbital. Il s'appelle Orbital ATK. ATK, c'est l'ancien Thiokol, celui qui faisait les boosters du shuttle et qui fait aussi les boosters de la force de dissuasion américaine. Donc celui-là, il est inattaquable, il ne coulera jamais. Et donc ça s'appelle maintenant Orbital ATK. Je ne sais pas quel est leur avenir. Alors il y a aussi, et c'est surtout Orbital qui fait ça, mais ils n'en ont pas tiré l'année dernière, des missiles balistiques reconfigurés. Alors ils en ont plein. Ils ont 400 exemplaires de Minuteman qui peuvent être utilisés. Ils ont mais finalement, ils n'ont jamais utilisé ça à l'export. Jamais. Donc c'est pas important. Alors j'en arrive à la Chine. Alors la Chine a démarré il y a longtemps. Elle est restée, comme vous avez vu, à un niveau assez faible. Sauf qu'à partir de 2010, on la voit émerger complètement. Et puis, ce n'est pas une année. Donc, elle a fait 15 lancements en 2010, à égalité avec les US, 19 en 2011 et 2012, devant les États-Unis, 13 en 2013, puis 16 en 2014, 18 en 2015 et 22 l'année dernière. Donc, vous voyez, la Chine, très active, etc., etc. Tous leurs lanceurs s'appellent Long March. C'est facile à retenir, sauf qu'il y a une variété de lanceurs absolument considérable. Ils ont tous des noms, ils s'appellent 3C, 4B, 4C. Enfin, là-dedans, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Il y a ceux qui sont faits autour de Pékin, il y a ceux qui sont faits autour de Shanghai, il y a etc., etc. Enfin bon, c'est un petit peu compliqué. Ne pas oublier que ceci est dans les mains de l'armée populaire de libération. Donc ce qui les intéresse, c'est d'abord le militaire. Le reste, c'est un peu... Et puis, heureusement, les Américains les tiennent par une chose, c'est que les Américains, jusqu'à présent, ont eu pour politique d'interdire le lancement de tout satellite, de télécom ou d'autres, mais qui comporte un seul composant fait aux USA. Alors, ça limite un peu les choses. Pour faire des choses modernes, des satellites modernes, sans un seul composant fait aux USA, c'est plus compliqué. Nos amis d'Alcatel ont essayé une fois, je crois, et puis ils ont arrêté. Donc les ITAR free, c'était sans doute plus cher, ou il y a eu peut-être, les Américains les ont tenus par autre chose. Je ne sais pas comment ça s'est passé, ça s'est arrêté. Donc ceci veut dire que les Chinois ne font pas vraiment d'export, sauf dans les pays de leur cercle d'influence pour lesquels ils lancent. Ils lancent, je sais même qu'ils vont faire de l'export observation de la Terre sur un satellite 1 mètre de résolution pour le Pakistan. Donc, ok. Alors, ils font même des vols habités. Alors, ils vont à une cadence lente. Ce n'est pas la course à la Lune. Les Chinois, vous savez bien que la Chine est éternelle, donc ils ne sont pas pressés. Et donc, il n'y a pas de compétition avec les États-Unis là-dessus. Mais bon, ils sont un peu vexés de ne pas être au bord de la station. Mais ils envoient des hommes, ils ont une station visitable, etc. Est-ce qu'ils enverront des hommes sur la Lune? Ils ne l'ont jamais dit officiellement. Ils le laissent entendre, mais c'est tout. Donc la Chine, un pays extrêmement remuant en ce moment. Ils sont en train de développer un nouveau Long March qui s'appelle Long March 5, avec, en fait c'est un mécano avec des étages, des moteurs qu'on retrouve de l'un à l'autre, pour lancer tout type de satellites, petits et gros. Le Japon est un cas un peu particulier. Le Japon, il a commencé par produire sous licence américaine un Thor Delta. Alors c'était assez amusant parce qu'au départ, les Américains leur ont donné la licence, sauf pour une chose, la centrale inertielle. Et donc, à chaque fois qu'ils devaient lancer, ils devaient demander aux Américains la centrale inertielle.
Donc, en quelque sorte, les Américains avaient la clé quoi, du truc. Puis maintenant, ils ont leur autonomie complète. Hein. Ils font aussi la centrale inertielle, etc. C'est avec H2 qui est sous la forme A ou B. Okay. Mais ils ont une fréquence de lancement extrêmement faible. Ils tirent 3 fois par an. Avec ça, vous ne faites pas un produit industriel et donc leur produit est très très cher. Et c'est le problème japonais qui était dû, on dit, à un problème de pêcheurs parce qu'ils tiraient d'une île au sud du Japon et les pêcheurs ne voulaient pas leur laisser la zone sauf 2 fois par an, enfin ou 2 mois par an ou un truc comme ça. Donc ils étaient limités. C'est fini. La contrainte de pêche a été levée récemment. Bon, puis ils ont développé, oui, ils développent un lanceur à poudre qui s'appelle Epsilon. Alors, ils avaient arrêté, ils ont repris. Je pense que ce truc ressemble à un missile balistique déguisé pour le cas où la Corée du Nord en fera un peu trop. L'Inde. Alors les Indiens ont développé 2 lanceurs. Un il y a très longtemps, qui s'appelle le PSLV, le Polar Satellite Launch Vehicle, et qui vise l'orbite basse polaire. Parce que les Indiens avaient pris comme stratégie de d'abord faire de l'observation de la Terre. Donc c'est pour ça qu'ils ont développé. La fiabilité de ce lanceur est bonne, elle est démontrée en tout cas, et le prix très attractif, à tel point que certains ont cru bon de lancer Spot 6 et 7 sur ça pour, vu le prix, 20 millions de dollars, il faut dire que c'est pas cher. Alors, plus récemment, ils ont développé un lanceur qui s'appelle le GSLV, Geostationary Satellite Launch Vehicle. Et ils ont eu beaucoup plus de mal, parce que là, il faut un étage cryotechnique, hydrogène-oxygène, et ils ont eu beaucoup de mal à développer cet étage qu'ils ont pris aux Russes. Ils ont beaucoup de contacts avec eux, mais ça a été long. Et ils lancent avec une cadence encore très faible. C'est quand même embêtant, parce que si les Japonais se mettent à rentrer sur le marché commercial, si eux aussi augmentent leur cadence, le Japon pour les télécoms et l'Inde pour les télécoms étaient d'excellents clients d'Ariane Espace. Donc on perd 2 bons clients et c'est un peu embêtant. Corée du Sud, ils ont développé un lanceur, mais ils ne l'utilisent pas. Le KSLV a eu un succès en 2013 et puis je n'ai pas revu le KSLV lancé ces derniers temps. Alors, Corée du Nord et Iran. Alors, la Corée du Nord a développé toute une gamme de lanceurs, ils en font tout un pataquès. Ce que je sais, c'est que l'année dernière, ils ont lancé une A4 et ça semble avoir été un succès. Donc, ils ont satellisé quelque chose. Et puis, ils ont essaimé leur technologie en Iran et ça s'appelle des lanceurs Saphir, qui a été, on ne sait pas en 2011 si c'est un succès, un échec. En 2013, ils ont tiré une fusée songe avec un singe à bord, mais ça ne prouve rien. Et puis un nouveau tir en 2015 avec succès. Donc c'est pas facile de vous dire. Alors j'aurais pu rajouter quand même, juste, j'ai pas mis là, mais Israël. Israël tire un peu. Alors Israël a un vrai problème de fond, c'est qu'ils ne peuvent pas tirer vers l'est, ils tirent vers l'ouest. Parce qu'il faut tirer sur la mer, hein, s'ils ne vont pas tirer en faisant retomber les étages sur le désert, hein, en Jordanie ou je ne sais pas trop où. Donc ils sont obligés de tirer vers l'ouest. Et vers l'ouest, vous perdez la rotation de la Terre, vous la perdez 2 fois, puisque vous la gagnez en tirant vers l'est et vous la perdez de l'autre. Donc c'est quand même, la rotation de la Terre, c'est 400 mètres par seconde, hein, donc c'est pas rien du tout. Donc c'est un peu difficile. Alors ils tirent un lanceur qui s'appelle Shavit, et ils le tirent une fois de temps en temps, rien que pour lancer des satellites de reconnaissance qui s'appellent OFEC. Et pour votre information, le lanceur Shavit a été développé par le chef de projet de Diamant A, qui a fait Diamant A à l'aérospatiale et qui ensuite est parti en Israël, et c'est lui qui a fait Shavit. Voilà. Alors le Shavit a sûrement évolué depuis ce temps-là, je ne connais pas tous les détails. Alors j'en viens à l'Europe. Je terminerai par là parce que c'est quand même important. Donc vous avez Vega et Ariane 5 ici. Alors, l'Europe considère l'espace comme stratégique, mais l'Europe, ce n'est pas tout à fait une nation. Et puis l'Europe, ça n'a pas de défense commune. Il n'y a pas d'Europe de la défense. Et ça, c'est très important. Vous avez vu partout,
Le reste, c'est considéré comme stratégique, les lanceurs. Et donc, en Europe, on a un problème. Le marché intérieur, le marché gouvernemental européen est extrêmement faible. C'est à peine 2 lancements Ariane 5. Alors, Ariane 5 est performant, mais quand même. Ce qui fait qu'il a été absolument indispensable de recourir au marché export pour avoir une ligne de production satisfaisante, je dirais une cadence suffisante, ne serait-ce que pour ne pas avoir des équipes qu'on est obligé de faire travailler sur autre chose pendant la moitié de l'année, hein, et pas se retrouver dans la situation des Japonais qui ne tirent pas assez pour avoir un outil industriel. Donc on considère qu'il faut à peu près 6 lancements par an pour avoir une vraie production industrielle. Alors le problème qu'il y a eu avec Ariane 5, c'est le suivant, c'est que les satellites de télécom, ils ont un petit défaut, ils grossissent tous les ans. Moi aussi, mais les satellites de télécom, c'est comme ça. Et donc, comme Ariane vise le marché export, il est obligé de suivre ce rythme. Et pour lancer un lancement double des satellites de 5-6 tonnes, il est obligé d'avoir une performance énorme. Et donc aujourd'hui, entre le début d'Ariane 5 et aujourd'hui, la performance a pratiquement doublé. Donc ça fait un gros lanceur. Ce lanceur, il est payé par des États et des gouvernements dont l'intérêt principal ne sont pas les satellites de télécom, mais sont des satellites d'observation, de reconnaissance, de scientifiques, etc., dont la masse est bien plus petite et sur des orbites plus basses. Donc il n'y a pas besoin d'un lanceur aussi performant. Donc pourquoi, moi, État, je vais payer et soutenir un lanceur qui ne remplit pas les offices que j'attends d'un lanceur qui me va? C'était le problème. Et ça a permis, par ça, de rentrer Soyouz comme lanceur intermédiaire, qui est venu en Guyane, et puis le petit lanceur Vega. Parce qu'on n'avait pas la gamme. Donc il faut la gamme. Et donc, ceci a amené, ça a été une des raisons pour lesquelles on s'est posé la question stratégique, comment on fait évoluer la stratégie européenne des lanceurs. Et il y a eu aussi l'affaire SpaceX qui nous a un peu donné le coup de pied dans le derrière pour dire qu'il faut se remuer parce que si on ne remue pas, SpaceX va nous prendre le marché. Donc ces deux choses, l'une derrière l'autre, a abouti à une décision qui a eu lieu en décembre 2014 et qui a dit, voilà, l'Europe va développer une famille de lanceurs qui assure la flexibilité avec des missions, des petites, des moyennes et des grosses. Et cette famille, elle s'articule autour d'un Vega un peu boosté qui s'appelle Vega C, et donc qui fait de l'orbite basse essentiellement. Le booster ici de Vega C sert de booster d'appoint aux versions Ariane 60, Ariane 6. Alors en version 62, c'est celle-là avec 2 boosters, ou 64 avec ses 4 boosters. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir un mécano, nous aussi, européen. Et alors ça, c'est une partie, c'est la partie technique un petit peu de l'affaire. L'autre partie, c'est que il a fallu, on a changé l'organisation aussi à l'intérieur de l'Europe. Et c'est parce que l'enjeu, c'est pas simplement, on sait faire un lanceur en Europe. On l'a prouvé, on sait le faire. Ariane 5 marche bien, 77 succès consécutifs, c'est bien. Mais on est trop cher. Il faut arriver à faire... Le but, c'est de faire celui-là, Ariane 62, pour la moitié du prix d'un Ariane 5. Et ça, c'est pas mince comme challenge. C'est plus un challenge technique, c'est un challenge industriel. Alors, la nouvelle gouvernance, elle est là. Avant, il y avait l'ESA qui passait les contrats de développement, etc. Et puis, qui, en production, donnait une délégation à Ariane Espace pour que Ariane Espace commande des lanceurs. Et Ariane Espace commandait des lanceurs. Et Ariane Espace, il faut savoir que ses actionnaires sont les fournisseurs du lanceur.
Donc c'était une espèce de truc un peu vicieux entre des actionnaires qui sont les fournisseurs. Et qui commandaient à un maître d'œuvre qui s'appelait Airbus, avec des sous-traitants, dont Safran. Alors, cette organisation a complètement évolué, et la situation d'aujourd'hui, c'est la suivante. L'ESA passe, bien sûr, les contrats de développement, et aussi les pays, alors il paraît que ce n'est pas encore tout à fait clair, mais j'espère que ça va le devenir, en contrepartie aussi, les industriels ont demandé qu'il y ait une certaine garantie des gouvernements européens sur un achat un minimum de lanceurs. Donc il s'agirait d'acheter 5 lanceurs Ariane 62 par an pour les gouvernements. Ce n'est pas encore signé ça, mais ça devrait se faire. C'est une des conditions qui avait été mise dans le deal. Donc on attend, j'ai bon espoir que ça se fasse. C'est l'équivalent du Buy American Act du côté des Américains. C'est un peu ça, sans le dire. Mais vous savez bien que l'Europe est beaucoup plus ouverte à la compétition et au libéralisme que les Américains. Donc voilà. Ensuite, Airbus et Safran ont proposé de unir leurs forces dans les lanceurs en faisant une société commune. Airbus Safran Lanceurs, qui existe maintenant, qui va avoir pas loin de 8000 personnes, parce qu'il y a la force de frappe qui est là-dedans, etc. Enfin, il y a des usines en Allemagne, en France, là où on fait de la propulsion et Ariane. Donc Airbus Safran Lanceur, qui est le prime, et qui, une fois les développements faits, est libre et responsable de la vente. C'est pour ça que Ariane Espace lui est rattaché. Alors on va garder le nom d'Ariane Espace parce qu'il est très connu. C'est le vendeur d'Ariane, c'est très bien, etc. Mais c'est devenu le CNES, qui était actionnaire à 33%, a vendu ses actions au maître d'œuvre, qui devient, du fait que c'est Airbus Safran, etc., propriétaire d'Ariane Espace à plus de 70%. Donc Ariane Espace, c'est le bras commercial du maître d'œuvre. Comme les Airbus sont vendus par Airbus, hein. C'est pas un truc très nouveau, hein. C'est un truc tout à fait normal. Et puis il y a tous les sous-traitants derrière. Alors, naturellement, ça permet de tordre un peu plus le cou aux sous-traitants, ça c'est sûr. Hein. Voilà, donc ça c'est la nouvelle organisation. C'est parti, les financements sont acquis. Le premier vol devrait avoir lieu en 2020, mais ce qui est important, c'est la première série de lanceurs, c'est 2023. Hein, pour avoir une cadence qui devrait être de 10 ou 11 en 2023. Et ça, c'est aussi un challenge, de monter la cadence assez vite. Alors si on reprend, pour terminer, les lancements du 21e siècle, d'abord, notez qu'on est passé par un trou de lancement, à 50 lancements dans l'année, au milieu de la dernière décennie. Bon, je ne sais pas très bien expliquer, mais il y a eu ce trou. Et puis, alors avec toujours la Russie en tête. Hein. Ça remonte ici à la fin, c'était entre 70 et 80, et là on est entre 80 et 90. Hein. Depuis plusieurs années, on est à ce niveau-là. Donc on va stagner, je pense, il n'y a pas de raison de croire que ça va bouger beaucoup. Ça va continuer comme ça, mais ce qu'on voit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ici, vous avez les USA, bon, un socle à peu près. Vous voyez que la Russie, ça diminue. Et vous voyez que la Chine, qui est en bleu foncé ici, elle est quand même plus épaisse dans la deuxième décennie que dans la première. Et largement. Hein. L'Europe, bah, c'est toujours pareil, hein, on fait toujours nos 6-7 lancements par an, voilà. Avec Vega, ça fait, et si on compte Soyuz en Guyane, ça va faire la dizaine quoi, de lancements. Donc c'est ici, c'est marqué là, bon, c'est l'Europe. Puis il y a les autres qui sont quand même assez faibles. Donc ce qui est plus frappant, c'est, je répète encore, c'est le décollage de la Chine, et je pense... Ce qui est troublant, je pose un point d'interrogation, c'est l'avenir de la Russie dans le domaine des lanceurs. Alors, si on fait par nature de lancement, bon, télécom, vous voyez, bon, aujourd'hui, on est revenu à
28, il y avait 28 satellites de télécom en 2000, après une moyenne de 15, et maintenant on est au niveau de 20. Enfin, je ne sais pas, c'est quelque chose comme ça. Je ne sais pas si, Michel, tu sais mieux. Hein, c'est la vingtaine, en gros, de télécoms. Donc, le marché des télécoms, c'est toujours une vingtaine de satellites. C'est quand même pas énorme, hein, il ne faut pas croire. Ceci dit, c'est juteux ça paye quand même. Alors ici, vous voyez les vols habités. Bon, bah, ça, c'est l'accident qui a eu lieu de Columbia, ici. Et puis ici, c'est l'arrêt des shuttles, donc 2011. Et puis ça continue quand même, hein, pas mal. Il y a les Chinois qui s'y sont mis. Donc il y a du vol habité. Hein. Les militaires, toujours importants. Sciences et observation, puis télécom. Voilà. Alors, je termine. Ma conclusion, c'est que n'oubliez pas, l'espace et les lanceurs, c'est indissociable de la dimension stratégique et de défense des grandes puissances. Il n'y a que les grands pays qui ont de l'espace et c'est lié à ça. Le marché des lancements n'est absolument pas ouvert. Ce n'est pas un marché ouvert. Les lanceurs sont intégralement développés et produits par les États. La coopération entre grandes puissances se limite aux missions scientifiques et à l'exploration. Jamais sur les lanceurs, jamais sur les satellites d'application. Bon, et puis, je ne sais pas si l'exploration se fera avec des engins automatiques et des robots. Je pense plutôt que par des vols habités. Et ça, j'ai beaucoup plus de doutes sur l'avenir des vols habités, mais c'est une autre question. Voilà ce que je voulais vous dire pour le monde des lanceurs. J'ai fait le tour. J'étais même plus rapide que ce que je pensais. Mais ça permettra d'avoir plus de questions, s'il y en a. Est-ce que vous pourriez nous dire plus sur vos doutes sur l'intérêt de la récupération du premier étage? Oui. Alors, en gros, je crois que c'est quelque chose d'intéressant, la récupération du premier étage. Pourquoi? Parce que par rapport à un premier étage, ça va à une altitude limitée avec un nombre de Mach limité. En gros, c'est Mach 7, Mach 6 ou 7, et puis ça revient. Donc c'est moins compliqué qu'une rentrée où on part de Mach 25, on chauffe comme un fer à repasser, etc. Donc c'est une rentrée qu'on pourrait appeler froide, quoi. Donc c'est technologiquement plus facile à faire. D'autre part, c'est intéressant parce que, comme vous avez vu, un lanceur, c'est une loi logarithmique qui gouverne l'équation des lanceurs. Et donc, le premier étage, il est très gros par rapport aux autres. Et qui dit très gros, il dit beaucoup plus cher que les autres, quoi. Parce que c'est proportionnel un peu à la masse, le prix. Donc, voilà. Donc, il y a intérêt à le récupérer. Il y a intérêt à le récupérer. Je pense que oui. Le problème est le suivant. C'est que si vous le récupérez, ce qui est bien, ce qui serait l'idéal, c'est de récupérer sur le pas de tir, qui revienne au pas de tir, le premier étage. Ce qui a été la dernière fois, SpaceX a fait ça, hein, il y a quelques jours, là, il est revenu au pas de tir. Il faut savoir qu'on perd 50% de performance dans ces cas-là. Parce qu'il faut utiliser des ergols pour revenir au pas de tir. Et ces ergols, on les a transportés à l'aller pour envoyer quelque chose. Donc on perd beaucoup de performance, d'abord. Si on revient, pas sur le pas de tir, mais sur une plateforme en mer, un peu, qui est plus dans la trajectoire du lanceur, hein, et qui retombe, on fait une phase balistique, là on perd en gros 30% de performance. Ce n'est pas la difficulté de l'asservissement pour retomber vertical ou un truc comme ça, ou si on veut, on peut faire horizontal. Il y a des tas d'avant-projets avec des planeurs qui rentrent. Je ne crois pas que ce soit extrêmement difficile. La question est, quand on est revenu sur une barge, quel est le coût pour faire revenir cet étage au pas de tir? Quel est le coût pour le remettre en ordre? Il y a 9 moteurs, je vous rappelle, sur un SpaceX, un Falcon 9 moteurs. Qu'est-ce qu'il faut leur faire? Si c'est comme sur le shuttle américain, on démontait tout, on faisait tout, et il coûtait à peu près le prix d'un moteur neuf. Donc si c'est ça, c'est pas intéressant. Il faut au moins... Combien de fois on peut réutiliser un moteur sans y toucher pratiquement?
Ça, je ne sais pas. C'est des inconnus. Donc, le problème, pour moi, n'est pas seulement technique, c'est l'équation économique. Vaut-elle le coup? J'en sais rien. Aujourd'hui, je sais enfin, je sais que le CNES travaille beaucoup là-dessus, qu'il le regarde, et c'est pas évident. Mais ça n'empêche qu'il faut continuer à chercher. C'est une voie intéressante. Moi, je considère que c'est une voie intéressante, mais je ne suis pas sûr que... alors, aujourd'hui, Airbus Safran Lanceur s'y intéresse pas beaucoup parce qu'ils ont le nez dans le guidon pour sortir leur Ariane 6. Ça me paraît normal. Il faut donner les priorités. Mais je pense que derrière, il faut se préoccuper de ça. Alors, quelle est la meilleure solution entre revenir en planant avec un moteur d'avion au pas de tir parce que planer, c'est quand même intéressant. Puis avec un moteur d'avion, on utilise l'oxygène qui est dans l'air, etc. Je ne sais pas quelle est la meilleure solution. Ça mérite des tas d'études, toutes intéressantes. Je crois qu'elles sont toutes faisables. Mais la clé, c'est quelle est l'équation économique à chaque fois. Excuse-moi, salut Manola. Où en sommes-nous des lancements en mer? J'ai l'impression qu'on en entend peu parler en ce moment. Des lancements en mer. Les lancements, ben, c'était Sea Launch. Alors Sea Launch, c'était, j'ai parlé un peu vite, si tu veux, de Sea Launch. Sea Launch, je te rappelle, c'est une joint venture entre Boeing et Energia avec Yuzhnoye. Yuzhnoye est ukrainien, Energia russe, etc. Donc ça pose déjà des problèmes de ce côté-là. Mais même avant, ils ont eu des problèmes. Ils ont récupéré une plateforme en mer. Et elle était à San Diego. Ils allaient sur l'équateur, ils revenaient, aller-retour, etc. Ça coûte relativement cher d'entretenir des choses à la mer. Et puis ils ont pété le lanceur au décollage une fois. Bon, ça veut dire qu'il faut refaire tout le pas de tir. Donc ils sont passés sous l'article 11, ils s'en sont sortis, ils sont revenus, et puis là maintenant je ne les vois plus du tout. On ne les voit plus du tout parce que je pense qu'entre l'Ukraine et la Russie, ça passe pas quand même très fort. Hein. Et donc ils ne sont pas dans le Donbass, hein, ils sont un peu sur le Dniepr, un peu à côté, Yuzhnoye. Et donc on ne les voit plus. Alors ils avaient fait un truc qui s'appelait Land Launch, c'est-à-dire le même lanceur mais tiré de Baïkonour. Et même celui-là, il n'est plus tiré. Donc, alors c'était mieux de tirer sur l'équateur. Hein. Il faut savoir que tirer sur l'équateur, ils mettaient 6 tonnes en orbite et ils mettent que 4 tonnes quand ils tirent de Baïkonour, sur l'orbite géostationnaire. Mais sur le schéma, il y avait écrit technologie observation. J'ai pas très bien compris. Ah, ce que c'est que technologie observation. Alors, c'est les satellites qui sont observation de la Terre. C'est des satellites qui ont des instruments à bord, qui regardent la Terre et qui prennent des images de la Terre. Il y a Spot, par exemple, puis il y en a des tas d'autres, militaires, civils, et ça sert à observer le paysage, la mer, le littoral, les forêts, les cultures, etc. On fait beaucoup de choses avec ça. Voilà. Donc ça, c'est les satellites d'observation. Tu comprends ça? Ok. Et puis les satellites technologiques, c'est quand on veut tester une nouvelle technologie, quelque chose de nouveau, un nouveau capteur, quelque chose, on met ça sur un satellite et on le teste avant de devenir une application commerciale. Voilà. Ou un lanceur même, on peut tester le lanceur lui-même. La première fois qu'on tire, en général, on teste le lanceur. Voilà. C'est pour ça que j'ai parlé des lancements technologiques et observation de la Terre. OK? D'accord. Alain. Ah, pardon. S'il continue à avoir des problèmes avec les lanceurs Soyuz, vers qui l'ESA pourrait se tourner pour les vols habités? Comment? Vers qui l'ESA se tournerait si on n'a plus Soyuz pour les vols habités? Ah ben, je pense que ça va venir assez vite, puisque les Américains sont en train de développer, vous le savez, la capsule qui s'appelle Orion, avec d'ailleurs un module service qui est Airbus, hein, fait à Brême. Et donc ça se déroule en ce moment. Je ne sais pas quand est-ce qu'est le premier vol, mais ça va arriver dans les années qui viennent là. Et donc je pense
très sincèrement que Soyouz va perdre sa position monopolistique dans les années qui viennent. Ils en auront bien profité, c'est bien. Et ils savent très bien en profiter. Les prix de lancement de spationautes n'ont pas arrêté de grimper. Au début, c'était genre 20 millions de dollars. Aujourd'hui, je crois que c'est 80, mais bon, c'est tout. Ils ont raison, ils sont tout seuls. Ils n'ont pas de raison de se priver. Oui, donc il y a le panorama des clients. Donc il y a les télécoms, la science, les vols habités, tout ça, et les militaires. Y a-t-il le retour des grandes constellations? Il y a eu une période où il y a eu un certain nombre avec Globalstar, Iridium, tout ça. Puis le soufflet est retombé. On voit que ça repart avec OneWeb et puis tout un tas de constellations d'observation de la Terre. Est-ce que ça peut changer légèrement, peut-être à la marge, le panorama des côtés lanceurs? Je crois que ça peut changer considérablement. Mais je suis d'une prudence extrême. Parce que, si tu veux, échaudé par la première vague des constellations, fin des années 90, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, il y a eu plusieurs constellations lancées. La première, c'est Iridium, ou quelque chose comme ça. Je crois que ça a été pour le maître d'œuvre, c'était qui? C'était l'américain Motorola. Motorola a perdu 3 milliards de dollars dans l'affaire. C'est un truc dont on ne se remet pas facilement, ça laisse des traces. Donc 3 milliards de dollars. Bon, ça existe Iridium parce que ça a été racheté pour un dollar, etc. Et ça continue. Bon, ça n'a pas révolutionné le monde des lanceurs. Maintenant, on parle de constellations qui font 100, 400, j'ai même entendu 4000 satellites. On n'arrête pas les fous, quoi. C'est sûr. Alors, ça en fait beaucoup. Pour les lanceurs, c'est une aubaine. Il n'y a aucun doute. Lancer tout ça. Alors, de toutes les façons, il ne faut pas se leurrer. On les lance par grappe. C'est des petits satellites. On ne va pas les lancer un par un. On les lancera par grappe. Sinon, c'est sûrement pas intéressant. Mais est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va vraiment arriver? Je suis prudent. Parce que je n'arrive pas à comprendre la vraie raison pour laquelle on met des satellites aussi nombreux en orbite basse. Tu sais pourquoi c'est faire? C'est pour supprimer le temps de latence du signal aller-retour. Parce que quand on va en géostationnaire, si on fait un aller-retour, ça fait 72 000 km, ça fait une demi-seconde. Donc une demi-seconde, il paraît que ce n'est pas possible. C'est pas possible pourquoi? Pour boursicoter en ligne, à haute vitesse. Ce pourquoi je suis contre, et farouchement contre, donc je pense que ce n'est pas utile. Et c'est pour les enfants jouer à des jeux à la con qui, paraît-il, méritent la milliseconde ou je ne sais trop quoi. Je n'ai pas vu d'autre application que ça. Donc quand on en est là, naturellement, c'est des gens qui ont de l'argent plein les poches qui, pour le moment, mettent ça sur la table. Bon, et puis c'est intéressant, je vois que Airbus s'est lancé là-dedans c'est OneWeb, c'est ça, sur OneWeb. Alors, ils essayent de faire des prix très bas, parce que si les prix des satellites sont trop hauts, mais il y a une constellation qui vient d'être lancée, qui n'avait que 100 trucs, ils ont 40 pannes déjà. Tu vois, quand tu ne fais pas avec la technologie qu'on a aujourd'hui, 40 pannes. C'est 40 débris, parce que moi, mon problème, c'est de laisser des débris dans l'espace. On va s'emmerder. Donc, j'ai pas osé en parler, quoi. Je me suis dit, j'attends que ça mûrisse un peu pour en parler plus. Voilà. Et j'avais une deuxième question, alors, tout à fait différente, qui concerne les microsatellites, et en particulier tous ceux qui sont au format CubeSat, qui sont des trucs d'étudiants ou de démonstrations technologiques. Ça fleurit à une vitesse maintenant absolument incroyable, puisque c'est le plus grand nombre de satellites qui est actuellement lancé. Il y a des perspectives jusqu'à 500 satellites par an. Je crois que le prochain lancement PSLV, il va y avoir 101. Ils ont déjà battu le record, là. Ils ont fait 104 ou 100, je ne sais pas quoi. Bon, ils ont déjà... Alors, le dernier PSLV, c'est ce qu'il a fait. Il a fait un record. Alors, d'où les problèmes, bien sûr, de débris. Mais donc, on voit aussi fleurir, associé à ça, de façon à ne pas être trop tributaire des gros lancements, toute une série de petits lanceurs
Alors, le plus connu, c'est celui qui existe, là, c'est Pegasus, qui a déjà fait 40 lancements, mais qui a un rythme de lancement extrêmement faible. Mais il y a également partout dans le monde, en particulier aux États-Unis, en Europe, il y a tout un tas de travaux sur des petits lanceurs qui sont dans la gamme 10-20 tonnes au lancement. Est-ce que... Alors, aucun enjeu stratégique, hein, mais c'est peut-être aussi l'occasion de développer de nouvelles technologies. Alors, on voit en particulier que les Néo-Zélandais développent des moteurs en impression 3D à des coûts et à des vitesses absolument incroyables. Donc, est-ce que c'est un domaine qui est actuellement regardé en Europe de façon un peu plus attentive ? Je sais que c'est regardé. Je sais que c'est regardé. Les Norvégiens cherchent quelque chose. Ils ont demandé à Airbus, je crois, de faire des choses là-dessus. Ok. Moi, j'ai un problème de fond là-dessus. J'ai un problème de fond, c'est que... comment exprimer ça ? Si tu veux, tu regardes la taille, le rapport entre la masse que tu mets en orbite et la masse au décollage. Bon. Eh bien, si plus le lanceur est petit, plus ce rapport se dégrade. Il devient petit. Mais par un facteur 10. Si tu veux, tu lances sur un Ariane 5, en gros, tu lances, je ne sais plus dire, mais on doit lancer 25 tonnes en orbite basse, hein, je parle, pour 600-800 tonnes au décollage. Enfin, hein, tu fais 3%, 3 ou 4%. Tu arrives presque à 4%. Donc 3 à 4%. Et bien sur le petit lanceur qui lance 10 kilos, j'ai pris 10 kilos comme ça pour rigoler, t'es 3 pour 1000. T'es 3 pour 1000. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un aurait une Renault Laguna 944 CFA 31? Mais t'as oublié ton moteur. Vous pouvez aller la voir sur le parking, elle est ouverte avec le moteur allumé. On te l'a dit, mais tu ne l'as pas cru. Hein, c'est vrai. Bon. Bon. Donc, non, franchement j'ai un doute. Si tu veux, et tu regarderas, quelqu'un fait un petit lanceur. La première chose qu'il fasse, après, c'est de dire je fais une version à performance plus élevée. À chaque fois, c'est pareil. Donc, pour moi, les CubeSat, ça se lance en passager sur les gros lanceurs. Je pense que c'est la meilleure solution. Alors, c'est emmerdant parce qu'il faut attendre etc. Mais il faut attendre la bonne orbite, il faut attendre ceci, il faut attendre cela. Mais je crois que c'est pas raisonnable de lancer autrement. Bon. Voilà. Là, je vois rien là, avec ce truc. Bon, vous avez tout compris alors? Non, il y en a encore. Ah ben il y a Manola qui a... C'est dans la lignée de la question précédente. Est-ce qu'il y a des pistes prospectives sur des ruptures technologiques qui pourraient amener à une baisse vraiment substantielle des coûts? Ou est-ce que ça ne peut s'atteindre que de façon asymptotique? Bon. Dans le domaine des lanceurs, il faut bien voir qu'un lanceur, c'est quoi? C'est de la propulsion et du guidage. Parce qu'il faut quand même propulser dans le bon sens, quoi, dans la bonne direction, etc., et faire ça astucieusement. Donc, bon, le guidage, on est à la miniaturisation, etc. Les centrales inertielles sont de plus en plus petites, les calculateurs aussi, il n'y a pas de problème, tout ça, ça se miniaturise. La propulsion, aujourd'hui, je parle de la propulsion assez forte, parce qu'il ne s'agit pas de la propulsion de type satellite électrique où tu fais 0,1 newton, voire 1 newton aujourd'hui. Mais pour un lanceur, il faut de la propulsion forte. On ne connaît pas meilleur couple d'ergols praticable que hydrogène-oxygène. Hein, hydrogène-oxygène. On connaît s'il y avait des gens qui rêvaient à... des trucs avec du fluor, mais le fluor, ça attaque le Pyrex. Enfin, c'est une cochonnerie telle qu'on ne peut pas appuyer écologiquement. Ça me paraît très difficile. C'est un petit peu meilleur en ISP, peut-être, mais c'est tout. Mais bon, donc on est avec l'ISP la meilleure qu'on peut avoir avec la propulsion chimique. Est-ce qu'il existe autre chose, en forte poussée, hein, je ne parle pas autrement, que la propulsion chimique? Moi, j'en connais pas, et je ne vois pas de gens plus forts que moi en physique qui voient les prémices de quelque chose. Il y a eu des tentatives, je rappelle, de moteurs nucléaires.
C'est-à-dire que là, on met une petite centrale nucléaire. Alors, naturellement, il faut qu'elle soit légère, elle n'est pas très protégée, etc. Ça rayonne partout. Mais enfin, et puis on accélère de l'hydrogène. Alors ça, on peut obtenir des ISP très intéressantes. Et les Russes ont fait ça, les Américains ont fait ça, puis ils ont arrêté parce que c'est très difficile à manipuler. C'est manipuler de la radioactivité en essayant de faire léger. Enfin, il y a des choses qui sont très difficiles. Donc je ne crois pas à la propulsion nucléaire, enfin je ne crois pas. Déjà rien quand on envoie une sonde scientifique avec un petit générateur qui est simplement de mettre un truc radioactif qui donne un peu d'énergie, c'est un tollé général, donc je ne vois pas avoir des tonnes de poussée avec du nucléaire. Oui, en plus. Bon, ok. Bon, donc tout ça fait que je ne pense pas. Et si la propulsion ne bouge pas, je ne vois pas comment on peut améliorer les lanceurs. Les gens vous disent on va aller sur Mars, machin, etc. Pour aller sur Mars, il faut... Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut accélérer, il faut freiner, il faut réaccélérer, repartir, etc. Bon, aller sur Mars, c'est une aventure qui, pour moi, coûte 10 fois la station internationale. Je rappelle, station internationale, ordre de grandeur, 100 milliards de dollars. Donc, pour aller sur Mars, c'est 1000 milliards de dollars. Bon, vous êtes prêts à payer ? Si je fais un vote ici, vous préférez partir en vacances. Donc, il n'y a aucun doute. Donc, c'est ça le vrai problème. Je ne vois pas ce qui peut remplacer la technologie actuelle qu'on a poussé au mieux, qu'on poussera peut-être encore un tout petit peu, mais très peu. Hein, on gagne des secondes d'ISP sur 440, on va être à 441, 445, quelque chose comme ça. Mais on ne sera pas beaucoup mieux. Donc, sauf si tu connais des pistes, mais moi, j'en ai pas vu aujourd'hui. J'ai vu aucune piste qui permet de voir de la forte poussée obtenue plus simplement. Il y a des gens qui rêvaient de faire, je sais pas, de l'hydrogène monoatomique. On fait H plus H donne H2, mais comment tu stockes du H ? Je parle pas de la drogue, hein, je parle. Voilà. Donc, non, je sais pas comment on fait. Je vois pas grand-chose. Peut-être quand même, il y a des voies d'amélioration dans les technologies actuelles, peut-être quand même. D'une part, dans le rapport poussée-poids des moteurs. Le moteur Merlin en particulier de SpaceX, c'était une performance absolument incroyable oui. En termes de rapport poussée-poids. Et puis également en allègement, bien sûr, des tâches aussi. Alors, ça se paye au point de vue technologique, mais ça permet aussi quand même d'améliorer significativement quand même les performances d'un lanceur. En particulier, le Falcon 1, c'était un biétage qui avait des performances qui n'étaient pas nulles. Ah non, mais elles sont très bonnes, mais même celui du Falcon 9. Hein. Non, tu as raison, ce sont de bons moteurs. Oui, alors tu fais allusion à un moteur qui est franchement loupé, c'est le Vinci. Hein. Pour moi, c'est un moteur qui est obèse et on peut lui faire perdre des kilos sans problème, hein, à mon avis. Mais c'est trop tard aujourd'hui, on va partir avec le Vinci tel qu'il est, puis on fera une deuxième version plus tard. Il faut me couper cette chambre qui est beaucoup trop grande, hein, c'est sûr. Bon, donc on peut améliorer. Mais l'amélioration à laquelle le CNES songe plus, c'est de faire des moteurs à peu près à performance équivalente, mais beaucoup moins chers. C'est-à-dire en minimisant le nombre de pièces, etc. Et c'est ça le vrai enjeu aujourd'hui. C'est encore une fois, les lanceurs, c'est plus tellement un enjeu technologique, sauf s'il y a une rupture. S'il y a une rupture, je retire ce que je dis. Mais sans rupture, c'est d'améliorer la compétitivité et d'essayer de faire à moins cher ce qu'on fait aujourd'hui. Avec la même fiabilité, parce que une des caractéristiques des lanceurs, c'est qu'il faut de la fiabilité. Un lanceur qui n'est pas fiable, il est abandonné par ses clients. C'est très clair. Voire Proton.
Voilà, donc je crois pas, malheureusement, je crois pas qu'il y ait, je ne vois pas, je serais le premier le plus heureux de voir des évolutions et des perspectives fantastiques, mais je ne vois pas de perspective en physique aujourd'hui pour ce truc-là. Mais les jeunes vont peut-être trouver, là, je sais pas. Le petit, là, il va nous trouver quelque chose, hein. Hein? Bah, tu vas nous trouver des moteurs encore meilleurs. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Le défi que vous mentionniez, c'était donc de passer d'Ariane 6 avec la moitié du coût d'Ariane 5 et en étant plus gros et en étant plus grand. Non, il n'est pas plus gros, il est plus petit. Le 62, il est plus petit. Il a la moitié de performance. Mais il faut faire quoi pour ça? Et qu'est-ce qui coûte cher en fait dans un lanceur? Tout coûte cher, il faut faire de l'analyse de la valeur de partout. C'est-à-dire que moi j'ai vu les gens des Mureaux, ils me disent sur la coiffe on a regardé, vous savez, il y a des petits évents sur une coiffe parce que quand vous montez dans l'atmosphère et vous avez donc la pression atmosphérique qui diminue très fort. Donc il faut que l'air qui est à l'intérieur de la coiffe s'écoule. Sinon vous allez gonfler la coiffe et elle va péter. Donc pour ça on a des petits clapets. Bah, les clapets qui étaient faits par des Suisses, les Suisses d'Orbag à Zurich, très très beau clapet, hein, fait à la main, limé, très beau. On leur a dit bon ben maintenant vous passez au plastique. Bon, ça ne changera pas le problème et on va gagner beaucoup en prix. Alors vous prenez ça d'un bout à l'autre du lanceur et vous faites diminuer les prix. Vous faites diminuer les prix. Mais il faut s'y pencher de façon industrielle. Il faut regarder à chaque fois, faire de l'analyse de la valeur et puis se dire ça je fais diminuer. Pour diminuer par 2, c'est pas toujours simple. Hein? Mais enfin, il y en avait qui avaient des marges aussi. Combien coûte le développement par rapport à la production? Le coût de développement par rapport à la production? Alors, je crois que le coût de développement d'Ariane 6, ça doit être de l'ordre de 4 milliards, si je ne dis pas de bêtises, d'euros. 4 milliards d'euros. Pour un lanceur, Ariane 62 devrait faire donc aux alentours de 75 millions d'euros. Voilà, ça te donne les ordres de grandeur. Mais encore une fois, c'est payé par les États, hein, le développement. Il n'y a aucun industriel au monde qui répercute sur le prix de production les coûts de développement. C'est pas comme les avions, hein. Ça n'a rien à voir. Et dans tous les pays, hein, que ce soit les États-Unis, je ne parle pas de la Russie et de la Chine. De toute façon, la Chine, eux, ils n'ont pas de prix, ils ne savent pas ce que c'est. Quand ils vendent à l'export, ils vendent 70 millions de dollars. Quel que soit le type de lanceur. Ou à peu près. Donc, c'est le prix politique. C'est plus le prix industriel. C'est un prix politique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bah écoutez, je vous remercie. Alors. Voilà.